Bienvenue dans la série 8 consacrée aux oscillations libres dans un circuit RLC. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de cette vidéo et on va commencer par l'exercice 1 qui est un exercice qui peut être fait soit par les élèves terminale sciences maths ou bien sciences expérimentales option PC. Bien entendu, la méthode est toujours la même. Essayez de faire l'exercice tout seul. Après, vous comparez vos résultats à la solution proposée. Un condensateur de capacité C égale 0,25 microfarad est chargé à l'aide d'un générateur de tension de force électromotrice E égale à 6 volts, puis déconnecté du générateur. À la date T égale à 0, le condensateur chargé est relié à une bobine d'inductance L et de résistance R. L'évolution au cours du temps de la tension UC au bord du condensateur est enregistrée à l'aide d'un ordinateur. Le condensateur est étudié en convention récepteur. On donne la sensibilité verticale 2 volts par division. Chaque carreau verticalement vaut 2 volts. Durée de balayage 1 milliseconde par division. Chaque carreau horizontalement correspond à 1 milliseconde. Première question, comment appelle-t-on le type d'oscillation observé? D'après l'énoncé de l'exercice, le condensateur se décharge dans la bobine de résistance R. Donc ce type d'oscillation s'appelle oscillation électrique libre. Et le régime observé, c'est un régime pseudo-périodique, puisque l'amplitude diminue progressivement. Donc je rappelle, le type d'oscillation observé, ce sont des oscillations libres. Le type de régime observé, c'est le régime pseudo-périodique. Les oscillations observées sont dites oscillations libres. Je rappelle, si on me demande le type d'oscillation, je dois dire oscillation libre. Si on me demande le type de régime, je dois répondre que c'est un régime pseudo-périodique, du fait que l'amplitude diminue progressivement. Donc la question demandée ici, c'est quel est le type d'oscillation? Ce sont des oscillations libres. Deuxième question, comment évolue l'oscillogramme si la valeur de R augmente? Lorsqu'on fait augmenter R, l'amortissement augmente. Ça veut dire qu'on aura une décroissance rapide de l'amplitude et il y aura moins d'oscillations dans le circuit. Donc si R augmente, l'amortissement augmente. Donc l'amplitude décroît rapidement. Troisième question, comment interpréter la décroissance des oscillations? La décroissance des oscillations est due aux pertes d'énergie électrique par effet Joule dans la résistance de la bobine. La décroissance des oscillations est due aux pertes d'énergie électrique par effet Joule dans la résistance de la bobine. Quatrièmement, on enregistre les oscillogrammes séquentes pour diverses valeurs de la résistance R du conducteur ohmique. Attribuez un oscillogramme à chacune des trois résistances choisies, R1 2200 ohms, R2 100 ohms et R3 400 ohms. Dans l'oscillogramme qu'on voit devant nous ici, la plus grande résistance correspond à l'oscillogramme où il y a moins d'oscillations. Ici, c'est l'oscillogramme C. Et le régime observé dans l'oscillogramme C, c'est un régime apériodique. Il n'y a pas d'oscillation. Donc la plus grande résistance correspond à l'amortissement le plus élevé, c'est-à-dire la courbe où il y a moins d'oscillation ou bien pas d'oscillation du tout. Donc R1 correspond à C. La plus petite résistance correspond à l'oscillogramme où il y a moins d'amortissement. C'est l'oscillogramme petit a, qui est en rouge. Et la résistance entre R1 et R2, elle correspond à un oscillogramme où il y a moins d'oscillation que R2 et plus d'oscillation que R1, c'est-à-dire le régime B. Donc A, c'est un régime pseudo-périodique. B est aussi un régime pseudo-périodique puisqu'il y a une partie positive et une partie négative de la tension UC. Et le régime C correspond au régime apériodique.
R1 correspond à l'oscillogramme C. Je vais noter le type de régime. C'est un régime apériodique. Pour la valeur de R2, c'est la plus petite, elle correspond à l'oscillogramme A. L'oscillogramme A, c'est un régime pseudo-périodique. Le R3 correspond à l'oscillogramme B. L'oscillogramme B correspond aussi à un régime pseudo-périodique. Chaque fois que la tension passe d'une valeur positive à une valeur négative puis une valeur positive, on dira qu'il y a des oscillations. Donc c'est un régime pseudo-périodique. C'est vrai qu'il y a moins d'oscillations que A, mais c'est aussi un régime pseudo-périodique. Donc, dans cette première partie de cet exercice, on a donné toutes les constatations expérimentales qu'on peut avoir, c'est-à-dire le type d'oscillation, le régime pseudo-périodique, à quoi il est dû cette décroissance de l'amplitude, et identifier chaque oscillogramme qui correspond à une résistance bien déterminée. La suite de l'exercice 1, cinquième question, établir l'équation différentielle à laquelle satisfait UC, c'est-à-dire l'équation différentielle du circuit précédent qui contient le condensateur chargé et la bobine de résistance petit r et d'inductance L. Premièrement, on va d'abord donner le schéma du circuit et après on applique la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle. Donc le schéma du circuit est le suivant. On a le condensateur pris en convention récepteur et la bobine aussi prise en convention récepteur. Donc d'après la loi des mailles, on écrit, on a UC plus UB égale à 0. Je vais remplacer UB par son expression RI plus LDI sur DT et j'écris I comme CD de UC sur DT. Donc la dérivée de I s'écrit C, dérivée seconde de UC sur dt carré. En remplaçant I par CD de UC sur dt et la dérivée de I par C, dérivée seconde de UC sur dt carré, la loi des mailles donne, en divisant par LC pour avoir la forme canonique de l'équation différentielle, on obtient, donc ceci c'est l'équation différentielle vérifiée par UC. C'est une équation du second degré à coefficient constant et sans second nombre. La sixième question, mesurer la pseudo-période T' des oscillations. On va revenir sur l'oscillogramme précédent et mesurer la pseudo-période. La pseudo-période, c'est la distance temporelle entre deux maximums consécutifs. Donc je vois ici que la distance entre deux maximums consécutifs, c'est un carreau. Et un carreau horizontalement vaut 1 milliseconde. Donc la pseudo-période T', graphiquement, c'est 1 milliseconde. Graphiquement, T' égale à 1 milliseconde. Septième question, on considère que la résistance R de la bobine est nulle. Petit a, écrire la nouvelle équation différentielle satisfaite par UC. Donc, je reprends l'équation différentielle précédente et je mets R égale à 0. Et j'obtiens comme équation différentielle la dérivée seconde de UC sur dt carré plus UC sur LC égale à 0. Si cette question était posée avant la question 5, dans le schéma ici, j'aurai toujours UC plus UB égale à 0, mais UB sera égal seulement à L dI sur dt. Et en remplaçant dI sur dt par cette dérivée seconde de UC sur dt carré, j'obtiens cette équation sans ce terme. Donc, septième question, petit a, la nouvelle équation différentielle est. C'est identique à l'équation précédente en enlevant le terme R sur L dUC sur dt, puisque R elle est nulle. Petit b, la solution de l'équation s'écrit UC égale UM cosinus alpha t plus phi. Déterminer les expressions des constantes UM, alpha et phi. Pour déterminer les expressions de ces différentes constantes, on va remplacer cette solution dans l'équation différentielle
précédente, c'est-à-dire l'équation différentielle du dipôle LC, où il n'y a pas de résistance. Donc j'ai UC de T qui est égal à UM cos alpha T plus phi. Donc la dérivée seconde de UC, elle est égale à moins alpha au carré UM cosinus alpha T plus phi. Donc j'obtiens que la dérivée seconde de UC sur dt carré, elle est égale à moins alpha au carré. Et ce terme UM cosinus alpha T plus phi n'est autre que UC. Donc c'est moins alpha fois UC. Moins alpha au carré fois UC. Or, d'après l'équation différentielle, j'ai la dérivée seconde de UC sur dt carré. Il est égal à moins 1 sur LC fois UC. Donc en faisant une identification entre les deux expressions, on trouve que alpha au carré n'est autre que 1 sur LC. Donc alpha, c'est 1 sur racine de LC. Maintenant, pour déterminer UM et phi, on va utiliser les conditions initiales. Ces conditions initiales concernent la valeur de UC à l'instant 0 et la valeur du courant électrique à l'instant 0. Donc initialement, on a les deux choses suivantes. UC à l'instant 0 était égal à E, la force électromotrice du générateur qui a chargé le condensateur. Et initialement, on n'avait pas de courant dans le circuit. Donc I à l'instant 0 est égal à 0. Donc je vais écrire maintenant l'expression de I à l'instant 0, sachant que I c'est C duc sur dt. Et en dérivant cette expression, on trouve moins C UM alpha sinus alpha t plus phi. Donc I à l'instant 0, c'est moins C UM alpha sinus phi. D'autre part, UC à l'instant 0, je remplace T par 0, il me reste UM cos phi. Il suffit maintenant de poser I à l'instant 0 égale à 0 et poser UC à l'instant 0 égale à E. Donc I à l'instant 0 c'est moins CEM alpha sinus alpha égale 0. J'en déduis, puisque cette valeur elle est différente de 0, il me reste sinus phi qui est égal à 0. Ceci veut dire que phi soit égal à 0 ou phi égal à pi. Ce sont les deux valeurs possibles pour avoir un sinus nul. Maintenant, pour déterminer laquelle des deux valeurs est la bonne, je vais passer à l'autre condition. On a UC à l'instant 0, c'est UM cos phi qui est égal à E. Or, la force électromotrice, elle est positive. Ce qui veut dire que pour avoir UM cos phi positif, il faut avoir la valeur de phi égale à 0. Si je choisis phi égale à pi, le cosinus sera égal à moins 1. Et cette valeur sera négative, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc phi égale à 0. Si phi égale à 0, cos phi égale à 1, j'aurai donc l'amplitude UM qui est égale à E qui est positive. Et par définition, l'amplitude elle est positive. Maintenant, je connais la valeur de phi, je peux déterminer la valeur de UM en remplaçant phi par 0. Donc UM cos phi, cos 0, plutôt, égale à E. J'en dis que la valeur de E n'est autre que la valeur de UM. Donc on a déterminé l'expression de alpha en utilisant l'équation différentielle, les expressions de UM et phi en utilisant les conditions initiales. Donc je peux écrire que UC maintenant est égal à E cosinus 1 sur racine de LC T. Petit c, on déduire l'expression de la charge Q de T du condensateur et de l'intensité I à l'instant T. On sait que la charge du condensateur Q de T est égale à C fois UC. Donc, la charge Q de T égale C fois cette expression. Ça fera donc C
multiplié par E cosinus 1 sur racine de LCT. D'autre part, on sait bien que I de t égale à 7D de UC sur dt, ou bien tout court, c'est la dérivée de la charge dQ sur D de t. Donc je dérive cette expression. La dérivée de cette expression donnera un signe moins au départ, puisque la dérivée du cosinus c'est moins sinus, et elle donnera CE sur racine de LC, sinus 1 sur racine de LCT. Ça sera donc moins CE sur racine de LC fois le sinus de 1 sur racine de LC fois T. Je peux améliorer cette expression en écrivant que c'est la racine de C sur L fois E fois le sinus 1 sur racine de LCT. C'est l'expression de I de T. Petit d, quelle est l'expression littérale de la période des oscillations qui prennent naissance dans le circuit? Lorsque la résistance est nulle, les oscillations sont dites sinusoïdales et la période s'appelle la période propre. Donc on nous demande de donner l'expression littérale de la période propre. On sait que la période propre a pour expression T0 égale 2π racine de LC. Dernière question, calculer la valeur de l'inductance L de la bobine en admettant que la pseudo-période est identique à la période. En supposant que la pseudo-période en valeur est égale à la période propre, on nous demande de déterminer la valeur de L. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est que T', déjà déterminé précédemment, elle est égale à T0, c'est-à-dire 2π racine de LC. En élevant au carré et en divisant par 4π au carré, on trouve T' au carré sur 4π au carré égale à LC. Donc, la valeur de L égale T' au carré sur 4π au carré fois C. En remplaçant T' par 1 milliseconde et C par 0,25 microfarad, déjà donné dans le début de l'exercice, on trouve que la valeur de L est égale, c'est 1,010 puissance moins 1 Henri. Autrement dit, 0,10 Henri. Dans la deuxième partie de cet exercice, on a abordé l'aspect théorique, c'est-à-dire établir l'équation différentielle d'un dipôle RLC, puis l'équation différentielle d'un dipôle LC, déterminer les différentes constantes et les différentes grandeurs telles que la charge, l'intensité et l'une des caractéristiques de la bobine, c'est-à-dire son inductance. Exercice 2. On réalise le circuit schématisé ci-contre, celui-là. Le condensateur de capacité C égale 15 microfarad est préalablement chargé à l'aide d'un générateur idéal de tension continue. C'est lorsque l'interrupteur est en position 1. Il se décharge ensuite à travers un circuit comportant une bobine d'inductance L égale 1 Henri et de résistance R. C'est lorsque l'interrupteur est en position 2. Première partie de l'exercice. Un dispositif d'acquisition relié à un ordinateur permet de suivre pendant la décharge, d'une part, l'évolution au cours du temps de la tension UC au bord du condensateur, c'est la courbe en vert, et d'autre part, celle de l'intensité I du courant, la courbe en rouge. Petit a, les oscillations sont-elles libres ou entretenues? Sans calcul, justifiez la réponse. En voyant le graphe de UC aux bornes du condensateur au cours du temps, on voit que l'amplitude des oscillations diminue, donc il n'y a pas d'entretien. Donc les oscillations ne sont pas entretenues. Ce sont seulement des oscillations libres amorties. Les oscillations sont libres car il y a amortissement.
des oscillations. N'oublions pas que le but de l'entretien des oscillations, c'est de ne plus avoir d'amortissement. Alors, tant qu'il y a amortissement, les oscillations ne sont pas entretenues. Petit b, déterminer à partir des courbes la valeur de la pseudo-période t des oscillations. Donc, les deux courbes, que ce soit celle de UC ou bien de I, elles ont la même pseudo-période. Alors maintenant, si je choisis la courbe de UC pour déterminer la période, je pars de ce maximum jusqu'au deuxième maximum pour avoir une étude exacte ou bien une lecture exacte. J'ai ici deux pseudo-périodes qui valent 50 millisecondes. Graphiquement, deux pseudo-périodes est égal à 50 millisecondes. Donc, t égale 25 millisecondes. Donc, à partir du premier maximum au troisième ici, c'est deux pseudo-périodes. Il faut toujours favoriser un nombre de périodes pour avoir une lecture exacte. Petit c, établir la relation entre l'intensité I du courant et la tension UC au bord du condensateur en respectant la convention indiquée sur le schéma. Sur le schéma, on a la convention récepteur pour le condensateur. En convention récepteur, on a I égale dQ sur dt. Et on sait que Q égale CU. Donc, le I sera égal à C dUC sur dt. Donc, ceci, c'est l'expression de I en fonction de C et de dUC sur dt. La question D. Entre les instants TA et TB, le condensateur se charge-t-il ou se décharge-t-il? Justifiez la réponse. Pour déterminer l'état du condensateur entre les instants TA et TB, ceci c'est l'instant TA. Je constate qu'à l'instant TA, UC elle est maximale et à l'instant TB, UC elle est nulle. Donc entre les instants TA et TB, UC diminue jusqu'à s'annuler. Donc le condensateur se décharge entre les instants TA et TB. Entre TA et TB, UC est décroissante. Donc le condensateur se décharge. La question petite e, à partir de la courbe traduisant UC et en utilisant la relation de la question 1C, retrouver la valeur de I à l'instant TA et le sens réel de circulation du courant entre TA et TB. Donc je vais utiliser la courbe en vert ici, c'est la courbe du UC. Et en utilisant la relation établie en 1C, c'est-à-dire I égale C dUC sur dt, on doit retrouver la valeur de I à l'instant TA. Donc on constate qu'à l'instant TA, UC elle est maximale. Donc ce point, il y a une tangente horizontale. Donc la dérivée de UC en ce point, elle est nulle. Donc, je vais écrire en TA, UC est maximale. Donc, la dérivée de UC à cet instant, elle est égale à 0. Or, I, c'est C fois dUC sur dt. C'est le résultat de la question 1C. Donc, ceci aussi est égal à 0. Donc, l'intensité du courant à l'instant TA est nulle. On peut aussi confirmer ce résultat, mais ce n'est pas demandé dans le texte de l'exercice, c'est qu'à l'instant TA, le courant est nul. La courbe en rouge passe par 0, ce qui confirme le résultat déjà trouvé. Donc pour nous, on nous a demandé d'utiliser la courbe et d'utiliser la relation de 1C. La courbe est maximale à l'instant TA, la dérivée à cet instant elle est nulle, donc le courant aussi elle est nul. Maintenant, entre l'instant TA et TB, on voit que UC elle est décroissante. Donc sa dérivée elle est négative. Donc le signe de I est aussi négatif. Donc lorsque T appartient à l'intervalle TA-TB, UC est décroissante. Donc
le signe de la dérivée d'uc sur dt est négatif. Et puisque i égale à 7 d'uc sur dt, lui aussi il est négatif. Puisque le signe de i est négatif, cela veut dire que le sens réel de la circulation du courant, c'est le sens opposé à l'orientation du circuit. C'est-à-dire ici dans le texte, le sens du courant, c'est l'inverse de cette flèche. Donc le courant circule dans le sens opposé à celui de l'orientation du circuit. La suite de l'exercice 2. On souhaite étudier l'énergie totale E de l'oscillateur électrique. Cette énergie est la somme de l'énergie E condensateur stockée dans le condensateur et de l'énergie E bobine emmagasinée dans la bobine. Le logiciel utilisé peut calculer à partir des mesures les valeurs de ces trois énergies et fournir les courbes donnant leur variation au cours du temps. Petit a, on appelé l'expression de E condensateur et E bobine. L'expression de E condensateur, c'est E condensateur égale 1/2 CUC au carré. C'est ce qu'on appelait dans le cours E électrique. On peut l'écrire aussi E condensateur égale 1/2 Q au carré sur C. L'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est l'énergie magnétique. Sa relation, c'est 1/2 LI au carré. Petit b, l'origine des dates étant le même pour toutes les mesures, identifiez les trois courbes ci-dessus en ne justifiant que l'identification de la courbe donnant les variations de E bobine au cours du temps. On a ici trois courbes, une courbe en bleu, une courbe en rouge et une courbe en vert. On sait qu'à l'instant t égale à 0, si égale à 0, alors c'est le commencement de la décharge du condensateur dans la bobine. Si I égale à 0, alors 1/2 LI au carré est aussi égal à 0. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine initialement est nulle. Donc la courbe qui commence de la valeur 0 à l'instant t égale à 0 correspond à la courbe de E bobine. Donc, c'est la courbe en rouge numéro 2. Puisque à t égale à 0, on a I égale à 0. Donc, E bobine à l'instant 0 égale 0. Ce qui implique que la courbe 2 correspond à E bobine. En ce qui concerne le condensateur, il était initialement chargé. Donc, son énergie initiale est maximale. Donc, ça correspond à la courbe en vert. Et par la suite, la courbe 3 correspond à l'énergie totale. Petit c, interprétez brièvement la décroissance de l'énergie totale de l'oscillateur électrique. On interprète la décroissance de l'énergie totale par les pertes par effet Joule à cause de la résistance de la bobine. La décroissance de l'énergie totale est due aux pertes par effet Joule. La suite et la fin de l'exercice 2. Grande 2, modélisation. Premièrement, petit a, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Pour cela, on va d'abord donner le schéma du circuit et appliquer la loi d'Emaille. Alors, en appliquant la loi d'Emaille, on trouve que UC plus UB égale à 0. On remplace UB par son expression et remplaçant I par C duc sur dt
et la dérivée de i par c, dérivée seconde de uc sur dt carré. En divisant par LC, on trouve l'équation différentielle vérifiée par UC. Petit b, on déduire celle vérifiée par I de t. On sait que I, c'est c d'UC sur dt. Ce qui implique que chaque fois que j'ai d'UC sur dt, c'est I sur c. Donc, la dérivée seconde de UC sur dt carré, c'est la dérivée par rapport au temps de DUC sur dt. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de I sur C. Donc en remplaçant DUC sur dt par I sur C et la dérivée seconde par la dérivée de I sur C, je trouve la dérivée par rapport au temps de I sur C, c'est à la place de la dérivée seconde, plus R sur L, au lieu d'écrire DUC sur dt, j'écris I sur C, ça sera donc RLCI plus 1 sur LC UC égale à 0. Ceci devient, en arrangeant cette expression, c'est 1 sur C, la dérivée de I par rapport au temps, plus R sur LC I plus 1 sur LC UC égale à 0. Je dérive cette expression. Je vais l'appeler l'équation 1. Donc la dérivée de ça, ça me donne 1 sur C, la dérivée seconde de I sur dt au carré, plus R sur LC, la dérivée de I par rapport au temps, plus en fin de compte 1 sur LC, la dérivée de UC par rapport au temps. Tout ça égale à 0. Or, DUC sur dt n'est autre que I sur C. Donc, mon expression devient 1 sur C dérivée seconde de I par rapport au temps, dt carré, plus R sur LC dI sur d de t, plus 1 sur LC carré fois I. Tout ça égale à 0. En multipliant le tout par C pour éliminer le 1 sur C ici, l'équation différentielle finale devient la dérivée seconde de I par rapport à dt carré, plus R sur L dI sur dt, le C se simplifie, plus en fin de compte 1 sur LC fois I. On remarque que l'équation vérifiée par I est de la même forme que l'équation vérifiée par UC. Deuxième question, montrer que l'énergie totale du circuit ne se conserve pas. Pour montrer que cette énergie ne se conserve pas, on va la dériver. D'abord, écrivons l'expression de l'énergie totale. C'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'est 1 demi CUC au carré, plus 1 demi LI au carré. Je dérive cette équation-là, ça veut dire la dérivée de E total par rapport au temps égale le UC et le I se comportent comme des fonctions en mathématiques. Donc la dérivée de UC au carré, c'est 2 fois UC dérivée de UC. Donc ça donne 1 demi C 2 UC fois 2 UC sur dt, plus 1 demi L 2 fois I la dérivée de I. Je remplace I et d de I par leur expression en fonction de UC et je trouve d de E total sur dt. Les deux ici se simplifient. Il me reste premièrement C UC d UC sur dt plus le 2 se simplifie aussi. L, au lieu d'écrire I, je vais écrire C DUC sur dt. Au lieu d'écrire DI sur dt, ça fera C dérivée seconde du UC. C avec le C, ça donne C au carré. Et ça, c'est la dérivée seconde
de UC sur dt au carré. Je peux factoriser par LC carré duc sur dt. Donc la dérivée de E total par rapport au temps est égale. En factorisant par ce terme, il me reste la dérivée seconde de UC sur dt carré plus, il me reste de l'autre terme 1 sur LC UC. Le terme entre parenthèses, on va le déterminer à partir de l'équation différentielle. On constate que la dérivée seconde de UC sur dt carré plus 1 sur LC UC, ce terme-là, égale à moins cette expression. Je fais passer cette expression de l'autre côté. J'obtiens le terme qui est entre parenthèses ici. Elle est égale à moins R sur L duc sur dt. C'est moins R sur L duc sur d de t. Donc je déduis que d de E total sur dt, elle est égale. Le L se simplifie avec le L. Il me reste C au carré fois d de UC sur d de t, multiplié par encore d de UC sur d de t, c'est-à-dire d de UC sur dt, le tout au carré, fois le moins R. Or, C d de UC sur dt, c'est I. Donc, au carré, ça donne moins R I au carré. Ce terme, il est négatif. Donc, j'en déduis que E total ne se conserve pas. Elle diminue à cause de la résistance de la bobine. Troisième question, si la bobine était idéale, c'est-à-dire une bobine pure, ça veut dire que sa résistance, elle est supposée nulle. Que peut-on dire des oscillations? Comment qualifie-t-on le régime d'oscillation? Comment est l'énergie totale de l'oscillateur? Lorsque la résistance elle est égale à 0, les oscillations sont des oscillations libres non amorties, puisqu'il n'y a pas de terme R qui va amortir les oscillations. Donc les oscillations sont libres non amorties. Comment qualifie-t-on le régime d'oscillation? Le régime est dit régime sinusoïdal. Alors dire que le régime est sinusoïdal veut dire aussi qu'il est périodique. Comment est l'énergie totale de l'oscillateur? Puisque la résistance est nulle, cette dérivée sera égale à 0 et l'énergie totale se conserve, puisqu'il n'y a pas d'effet Joule. Exercice 3, c'est un exercice pour les élèves de sciences maths, mais je peux conseiller les bons éléments sciences expérimentales option PC d'essayer de le faire. C'est un très bon exercice. On réalise le circuit de la figure 1 comportant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, conducteur ohmique de résistance R égale 2 ohms, générateur G, condensateur de capacité C égale 0,1 millifarad. 3 interrupteurs K1, K2 et K3. Première question. On ferme K1 et K3 en laissant K2 ouvert. Le générateur alimente le circuit par un courant électrique dont les variations sont représentées sur la figure 2. Donc on a ici un circuit qui comporte un générateur, 3 interrupteurs, un condensateur, une bobine sans résistance et un conducteur ohmique. Pour la première question, on ferme K1 et K3 et en laissant K2 ouvert. Le générateur ne fournit pas un courant continu, il fournit un courant variable au cours du temps. Il commence de 1 ampère et il s'annule au bout de 100 millisecondes. La première question, c'est exprimer la tension UAP en fonction de L et de T. Donc je vais exprimer cette tension. C'est la tension UAP. Je vais prendre ces composantes en convention récepteur. Donc, je vais supposer que ça, c'est l'orientation du circuit. Maintenant, écrire UAP, c'est U au borne de la bobine plus U au borne de la résistance. UAP, c'est la somme U de la bobine plus UR. J'en déduis que UAP égale U de la bobine, c'est LDI sur DT, puisqu'il n'a pas de résistance,
U du conducteur en mix, c'est RI. Maintenant, on va exprimer I et la dérivée de I en fonction du temps. D'après cette courbe, I est une fonction affine. Ça veut dire, de la figure 2, I s'écrit sous la forme AT plus B. B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire cette valeur 1. Et A, c'est le coefficient directeur. Ça se calcule de cette façon. C'est delta I sur delta de T. Calculons ce coefficient directeur en prenant deux valeurs de I et les deux valeurs de temps correspondantes. Donc je vais prendre d'abord le temps. Je prends 100 millisecondes et 0. Ça fera donc 100 moins 0. Fois 10 moins 3 pour avoir le temps en secondes. L'ordonnée de 100 c'est 0 et l'ordonnée de 0 c'est 1. Donc ça donne moins 10. Donc I s'écrit maintenant, d'une façon générale, moins 10t plus 1. Et par conséquent, la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins 10. Donc je réécris les UAB en remplaçant DI sur DT par son expression, le R par la valeur 2 et le I par moins 10t plus 1. Et j'obtiens UAB égale moins 10L plus 2 facteurs de moins 10t plus 1. Finalement, je trouve UAB égale moins 20t plus 2 moins 10L. Donc c'est l'expression du UAB en fonction de t et de L. Deuxième question, calculez L pour que la tension UAB soit nulle à l'instant 50 millisecondes. Donc il suffit de prendre UAB égale à 0 pour t égale à 50 millisecondes. Donc UAB à l'instant t égale 50 millisecondes, c'est-à-dire 50 10 moins 3 secondes. Ceci est égal moins 20 fois 50 10 moins 3 plus 2 moins 10L, tout ça égale à 0. Tout calcul fait, on trouve L égale 0,1 Henri. Deuxième question. On ouvre de nouveau les interrupteurs et on remplace le générateur précédent par un autre qui alimente le circuit par un courant continu et qui a comme force électromotrice 10 volts. On relie la borne positive du générateur à la borne de K1. On ferme K1 et K2 et après quelques instants, on ouvre K1. Maintenant, on a changé ce générateur par un autre qui possède une force électromotrice constante E, qui est égale à 10 volts. De telle manière que la borne de K1 est reliée à la borne positive du générateur. Ça veut dire que cette borne, plus, est liée à K1. D'après le texte, on relie la borne positive du générateur à la borne K1. On ferme K1 et K2, donc on ferme K1 et K2. Après quelques instants, on ouvre K1. Après on ouvre K1, ça veut dire que le générateur ne charge plus le condensateur. La première question, quelle est la valeur de la charge électrique Q0 de l'armature supérieure du condensateur? C'est-à-dire quelle est la charge de cette armature. Puisque cette armature est reliée à K1 qui est reliée à la borne positive, donc la charge Q0, elle est positive. Q0, elle est positive. Première chose. Et Q0 égale C fois E. En faisant le calcul numérique, C c'était 0,1 millifarad et E c'est 10, ça fera donc 1,0 millicoulomb. C'est-à-dire 10 puissance moins 3 coulombs. C'est la valeur de Q0. 2, on ferme K3 à un instant pris comme T égale à 0. Et on note U, la valeur algébrique de la tension au bord du condensateur. On observe sur l'écran d'un oscilloscope les variations de U de T. C'est figure 3. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U. En fermant l'interrupteur K3, le condensateur déjà chargé va se décharger dans le circuit qui comporte la bobine et la résistance. Et on aura des oscillations électriques libres. Et puisqu'il y a une résistance, on aura des oscillations libres amorties. La première question posée, c'est quelle est l'équation différentielle vérifiée par U, c'est-à-dire par U au bord du condensateur. Premièrement, on va d'abord donner le schéma électrique et appliquer la loi des mailles. Donc le schéma du circuit est le suivant.
On va fermer K3 et on ferme aussi K2. On oriente le circuit. Par exemple, ça c'est l'orientation du circuit. Il est arbitraire. Je vais tracer les tensions aux bornes de chaque composante en convention récepteur. Ceci, c'est la tension aux bornes du condensateur. Ça, c'est la tension aux bornes de la bobine. Et ceci, c'est la tension aux bornes de la résistance. La tension aux bornes du condensateur est appelée U. Celle de la bobine, on va l'appeler UB. Et celle du conducteur ohmique UR. Selon la loi des mailles, on a UC plus UB plus UR égale à 0. En remplaçant UB et UR par leur expression en fonction du UC, on trouve LC dérivée seconde de UC sur dt carré. Je vais remplacer UC par U selon l'exercice, plus RC du sur dt plus U égale à 0. Finalement, la forme canonique de l'équation différentielle est la suivante. Petit b, la solution de cette équation dans les conditions de l'expérience s'écrit UC, c'est-à-dire U au borne du condensateur, égale U0 exponentielle moins lambda t fois cosinus 2 pi t sur grand T plus phi. Déterminer graphiquement U0, grand T et phi, et en déduire la valeur de lambda. Ceci est le maximum qu'on peut vous donner pour cette équation différentielle. C'est-à-dire, on établit l'équation différentielle, on vous propose une solution et vous devez déterminer les différentes constantes qui se trouvent dans cette solution. Bien entendu, graphiquement. Alors, on va commencer d'abord par déterminer U0. À savoir que cette partie-là, U0 fois exponentielle moins lambda de t, ceci c'est l'amplitude de UC. C'est l'amplitude de UC, mais c'est une amplitude variable, elle dépend du temps. Ça veut dire, cette équation U0 exponentielle moins lambda de t, c'est elle qui donne ses valeurs maximales de la courbe. Donc, je peux écrire ici, pour petit b, que l'amplitude de cette tension, l'amplitude, elle est égale à U0 exponentielle moins lambda t. Donc, le U0, c'est la valeur de l'amplitude à l'instant t égale à 0. Donc, UN à l'instant 0, elle est égale à U0. Et on va prendre l'amplitude de cette tension à l'instant 0. Graphiquement, UN à l'instant 0 égale à 10 volts. C'est cette valeur-là. Cette valeur, c'est UN à l'instant 0. C'est l'amplitude des oscillations initialement. Puisque chaque chaos vaut 5 volts, donc 2 chaos, c'est 10 volts. Donc U0 égale à 10 volts. Deuxième paramètre à déterminer, c'est la pseudo-période. Graphiquement, la pseudo-période, c'est la distance entre deux maximums consécutifs. Par exemple, entre le premier maximum et le deuxième. Ou bien entre le deuxième et le troisième. De toutes les façons, la pseudo-période ici, grand T, elle est égale à 4 divisions. Et chaque division mesure 15 millisecondes. Donc 4 fois 15, ça fera 60 millisecondes. Donc aussi, graphiquement, grand T, c'est 60 millisecondes. Détermination de phi. On va prendre cette fonction à l'instant 0. U à l'instant 0 égale U0 exponentielle 0 cosinus phi. Je remplace t par 0. Donc U0 c'est déjà calculé 10 volts. U à l'instant 0 c'est la valeur de cette fonction à l'instant 0, c'est aussi 10 volts. Ce qui implique que le cosinus phi elle est égal à U à l'instant 0 sur U0. U à l'instant 0, c'est 10 volts. U0 déjà calculé 10, c'est égal à 1. Donc la valeur de phi, c'est 0. Il nous reste maintenant à déterminer la valeur de lambda. On va prendre UC à l'instant
0 et UC à l'instant grand t. C'est-à-dire, je vais prendre la valeur de cette fonction initialement et à la pseudo-période, ou bien à la pseudo-période et à 2t. C'est-à-dire, je prends toujours UC, soit à l'instant 0, soit à l'instant t, soit à l'instant 2t. Alors, je vais prendre U à l'instant 0, ça me donne tout court U0. Et U à l'instant grand t, ça me donne U0, exponentielle moins lambda fois grand T, cosinus 2pi sur grand T fois grand T, puisque phi égale à 0. Or, ce cosinus 2pi grand T sur grand T, c'est 1. Donc, ça veut dire que U à l'instant T n'est autre que U0 exponentielle moins lambda T. Je fais le rapport U0 sur U à l'instant T. U0, c'est la tension U0 majuscule sur U0 exponentielle moins lambda fois T. Je peux simplifier par U0. Ceci donne exponentielle lambda fois T. Donc, je peux déterminer lambda en prenant le logarithme népérien de cette expression. De U0 sur UT, il est égal tout court à lambda fois T. Donc, lambda égale 1 sur T fois ln U0 sur U de T. Maintenant, pour déterminer la valeur de U0, c'est 10. Et U à l'instant T, c'est 5. Donc, j'aurai comme application numérique lambda égale, ça fera pratiquement 1,16 que je peux approximer en respectant les chiffres significatifs à 1,2 et l'unité c'est seconde moins 1. Donc dans cette question, on a déterminé toutes les constantes qui existent dans la solution en utilisant le graphe. Troisième question, on note E0, l'énergie électrique totale du circuit à T égale à 0. Et E1, E2, En, les énergies totales du circuit, respectivement aux instants T1, T2 et Tn, avec T1 égale à grand T, T2 égale à 2T et Tn égale à N fois la pseudo-période. Petit a, calculer E0, calculer E1 et calculer E2. Première chose, E c'est l'énergie totale, ça veut dire que c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est-à-dire 1 demi Cu au carré plus 1 demi Li au carré. Maintenant, à l'instant t égale à 0. À cet instant t égale à 0, U est maximal. Donc, lorsque U est maximal, sa dérivée en ce point, elle est nulle. Donc, l'intensité du courant I qui est égale à 7 dI sur dt, elle est nulle. Donc, cela veut dire qu'à l'instant 0, toute l'énergie est concentrée dans le condensateur et la bobine ne possède pas d'énergie magnétique. Ça veut dire que ce terme est nul et ce terme est égal à 1 demi Cu à l'instant 0. Donc, E0, je peux écrire ici que cette fois-ci, l'énergie magnétique, initialement, elle est nulle. Donc, E0 n'est autre que 1 demi C fois U à l'instant 0 au carré. Ça donne 5, 10 moins 3 joules. À l'instant t égale à grand T. À cet instant aussi, j'ai la tension U, elle est maximale. Donc toute l'énergie à cet instant est concentrée dans le condensateur. Et il n'y a pas d'énergie dans la bobine. Ça veut dire à cet instant grand T, l'énergie magnétique elle est nulle. Et sa valeur c'est 5 volts. Donc I égale à 0, puisque I c'est 7 dU sur dt, et puisque U maximale, sa dérivée est nulle. Donc à cet instant aussi, l'énergie magnétique est nulle. Donc E1 égale 1 demi C U à l'instant t au carré. Ça fera 1,25, 10 moins 3. À l'instant t égale à 2t. De même ici, à l'instant t égale à 2t, U est aussi maximal. Donc, puisque U est maximal, donc le courant est nul, donc pas d'énergie dans la bobine.
Et sa valeur, c'est 2,5. C'est la moitié d'un quart. Elle est maximale. Donc, le I, elle est égale à 0. Donc, l'énergie magnétique aussi, elle est nulle à cet instant. Donc, on a choisi les instants où l'énergie est concentrée seulement dans le condensateur. Pour calculer la valeur de E, 2, de la même façon, c'est 1 demi C U à l'instant de T, le tout au carré. Ça donne comme valeur 3,125 10-4. La question suivante, montrez que En sur E0 égale à R à la puissance N, déterminez R. Pour répondre à cette question, je vais faire le calcul de E1 sur E0, E2 sur E0 et ensuite le généraliser. Donc petit b, faisons le calcul E1 sur E0. E1 sur E0, c'est 1,25 10-3 sur 5 10-3. Ça donne 0,25. Maintenant, E2 sur E0, c'est 3,125 10-4 sur 5 10-3. Ça donne 6,25 10-2. 6,25 10-2 n'est autre que 0,25 au carré. Donc, je constate que E1 sur E0 égale à 0,25 à la puissance 1. E2 sur E0 égale à 0,25 à la puissance 2. Donc, je peux généraliser que si je fais la division de En sur E0, ça va me donner 0,25 à la puissance N. Je peux en déduire aussi, donc, le R demandé, c'est 0,25. Petit c, calculer l'énergie dissipée par effet Joule au bout de 4 pseudo-périodes. C'est-à-dire, quelle est l'énergie perdue au bout de 4 pseudo-périodes. Je vais répondre ici. Donc, petit c, l'énergie perdue, c'est delta E. C'est l'énergie totale à l'instant 4t, moins l'énergie totale à l'instant 0. Donc, l'énergie finale, moins l'énergie initiale, va me donner l'énergie perdue au bout de 4 pseudo-périodes. Avec E total à l'instant 4t n'est autre que E4. Et d'après la relation de la question précédente, E4, c'est E0 fois 0,25 à la puissance 4. Et E total à l'instant 0, c'est E0. Donc, le delta E égale E0 fois 0,25 à la puissance 4 moins E0, c'est-à-dire E0 facteur de 0,25 à la puissance 4 moins 1. L'application numérique, E0 c'était 5 10-3, c'est déjà calculé lors de la question précédente, fois 0,25 à la puissance 4 moins 1, ça donne moins 4,98 10 puissance moins 3. Donc on peut dire qu'au bout de 5 périodes, toute l'énergie électrique du circuit se transformait en chaleur par effet Joule. La suite est la fin de l'exercice 3. Troisième question. On change le circuit précédent comme l'indique la figure 4. Cette figure. Et on ferme l'interrupteur K. Origine permanente. Montrer que la tension UAB au bord de la bobine est nulle. On nous demande de montrer qu'origine permanente, la tension au bord de la bobine, elle est nulle. Pour cela, on va écrire que U au bord de la bobine, elle est égale à L dI sur dt, puisque c'est une bobine sans résistance. Donc, troisièmement, UAB égale L dI sur dt. Puisqu'on est origine permanente, alors l'intensité I est une constante. D'où la dérivée de I est nulle, ce qui implique que UAB est aussi égal à 0. Petit b, calculer l'intensité du courant qui parcourt la bobine et qui parcourt le condensateur. Et toujours cela au régime permanent. Le condensateur n'est parcouru par aucun courant parce qu'il y a un isolant entre les plaques. Et le courant qui va parcourir la bobine, on va utiliser la loi des mailles au régime permanent pour déterminer l'intensité de ce courant.
Pour cela, on a le sens du courant et le suivant, puisque ça c'est la borne positive du générateur. Cette flèche, c'est la tension aux bornes du générateur, c'est la force électromotrice. Cette flèche représente la tension aux bornes du conducteur ohmique en convention récepteur. Et la troisième tension, représentée par cette flèche, c'est la tension aux bornes de la bobine. Donc ça c'est E, ceci c'est UR et ceci c'est UAB. Donc en appliquant la loi des mailles, on a E moins UR moins UAB égale à 0. On a déjà montré que UAB est nul. Ceci veut dire que E égale à UR. UR en convention récepteur, c'est R fois I. L'intensité du courant en rigide permanent. Donc le I égale E sur R. La valeur de E c'était 10 volts et le R c'était 2 ohms. Donc ça fera 10 sur 2, ça donnera 5 ampères. Donc le courant qui parcourt la bobine c'est 5 ampères. Petit c, calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur et dans la bobine. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1/2 CUAB au carré. Puisque les deux sont en parallèle, la bobine et le condensateur, donc la tension aux bornes de la bobine, c'est la même que la tension aux bornes du condensateur. Et on a montré que UAB est égal à 0. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur est nulle. L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est 1/2 LI au carré. C'est 1/2 fois la valeur de L déterminée précédemment, c'est 0,1, fois I au carré, c'est-à-dire fois 5 au carré. Donc ceci donne 1,25 joules. C'est tout pour cette série. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.